revenir sur la piste par la droite, je crois. Ok, t'es bon là. Eh ben, ça a été chaud, les copains. Donc là, on prend... Remets-moi de la pression dans les pneus, là, parce qu'on va sur un tas de cailloux pendant un bon moment, là. Et on retourne sur ce bivouac très particulier de LM Réti, là où il n'y a pas de mécanicien ce soir. Il n'y a que des camions de course, mais qui vont arriver très tard pour aider ceux qui ont des problèmes. Claude Aymar, oui. Vous êtes de l'autre côté du bivouac en direct avec nous, en liaison avec le navigateur, le coéquipier de Shinozuka, le vainqueur de l'année dernière. Et oui, navigateur, vous voyez, il est en train d'entrer les points GPS pour demain, tous les points de l'étape. C'est Henri Magne. Alors Henri, il va d'abord nous expliquer ce qui lui est arrivé aujourd'hui avec Chinou. Oh, vous avez pas mal galéré vous aussi. On a galéré un petit peu aujourd'hui en effet. On a été victime d'un plantage dans le sable à un mauvais endroit. C'est-à-dire on ouvrait la piste ce matin et on a voulu éviter une grosse dune. On est parti sur la droite et on est tombé dans une plaque de poudre. On appelle ça de la poudre. Et la voiture est restée scotchée dedans. Et donc on est descendu. Nous on avait de l'eau. Je dis de l'eau parce que c'est vraiment comme de l'eau cette poudre. Et on avait de la poudre jusqu'à moitié émolée, quoi. Donc on a mis un petit bout de temps. On a mis plus d'1 heure pour sortir la voiture. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, 15 km plus loin, entre deux grosses, énormes touffes d'herbe à chameau, on a posé la voiture à nouveau et on a pris une bonne petite demi-heure supplémentaire pour la sortir une deuxième fois. Total, vous avez perdu combien ? Total, on est 1h30 derrière, donc on est, disons, encore toujours, je pense, sur notre 4e ou quelque chose comme ça, mais on a perdu vraiment, je pense, la possibilité de gagner. Bon, évidemment, tout le monde peut se planter, mais ça serait pas sympa de souhaiter du malheur aux autres. Et donc, maintenant, nous, on a donné. Et ben, on va essayer de se battre quand même pour essayer de grignoter quelques minutes. Mais ça va être difficile quand même. Merci beaucoup. Laurent Goria est avec nous, notre confrère de France Info. Pour la première fois, France Info est sur la cour. Et pour la première fois, vous êtes sur le Dakar. Parce que normalement, vous êtes aux informations générales. C'est ça, aux Infos Géné à Paris. Et donc, mon directeur de la rédaction, Pascal Delannoy, a décidé cette année de mettre quelqu'un de tout neuf qui n'a pas l'habitude du sport, parce que je ne suis pas journaliste sportif, pour justement avoir un regard peut-être un peu plus naïf et poser peut-être les questions les plus dérangeantes et les plus naïves. En tout cas, c'est bien parce que je découvre... Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, Laurent, jusqu'à maintenant ? Trois choses, allez. Allez, fascination, c'est le mot-clé, je crois. Fasciné par l'ambiance qui règne autour du Dakar. Cette traversée de la France avec du monde partout. On se croirait sur une étape du Tour de France. Fasciné par les pilotes aussi, parce que c'est assez magique ce qu'ils font tous les jours. Passer 7, 8 heures, 10 heures dans une voiture ou sur une moto, dans des conditions telles qu'on les a aujourd'hui, le sable, les dunes, la chaleur, etc. Et puis ce paysage incroyable. Vous avez vu où on est ce soir, là, c'est au milieu de nulle part. Certains parlent de la Lune, d'autres de Mars. Certains ont dit que c'était le Mont Saint-Michel, la baie du Mont Saint-Michel à marée basse. Les avis divergent, mais en tout cas, c'est magnifique. Vous intervenez souvent sur l'antenne de France Info ? On a 4 rendez-vous quotidiens, un reportage qui parle des à côté du Dakar, c'est le plus intéressant à faire, pour moi en tout cas. Le sport aussi, il faut suivre la course, donc je jongle entre les deux. Donc faire parler les pilotes qui s'illustrent dans les spéciales, ceux qui animent la course. On fait aussi des news, c'est-à-dire des sons courts le matin en revenant sur ce qui s'est passé la veille. Et puis je fais tous les soirs une interview d'un pilote, connu ou pas connu, qui s'est illustré, ou quelqu'un qui me raconte une histoire. Donc pour faire découvrir des personnalités, et il y en a pas mal sur la caravane. Merci Laurent d'avoir été avec nous. Vous parliez de coulisses il y a quelques instants. Nous aussi on aime les coulisses, la preuve. Anne Gouraud, vous êtes du côté des cuisines. C'est un petit peu particulier ce soir dans ce grand désert. Anne. Gérard, nous sommes sous la tente du bivouac et le bivouac est un peu particulier ce soir parce que nous sommes en base avancée, donc il y a moins de monde que d'habitude et ça pose de gros problèmes pour la logistique de la nourriture. À côté de moi, il y a Jean qui sert. Jean, comment est-ce que vous débrouillez justement quand nous sommes dans un tout petit endroit comme ça, tout à fait désert ? Eh bien, notre logistique camion tout-terrain et voiture pis devant nous permet d'arriver à un endroit précis où on doit servir 700 ou 800 ou 900 personnes. Ce qui est le cas pour El Mreiti et Taoudéni qui est à 600 km plus loin. Il n'est pas question de poser un avion cargo pour poser la nourriture, etc. Donc tout arrive dans ce camion Mercedes dans chambre réfrigérée à 2 degrés maximum. Nous roulons en surcharge puisque nous devons assurer pratiquement le ravitaillement du soir et le départ, le petit déjeuner du matin pour 800 ou 900 personnes. Voilà, notre rôle, c'est d'arriver à l'heure, à l'endroit précis, au waypoint précis qu'on nous a demandé d'assurer.
Alors comment est-ce que vous faites pour arriver en temps et en heure justement? Ça fait plusieurs jours que vous êtes sur la route là déjà. Ah oui, nous sommes partis le 30 décembre au matin. Nous avons roulé sans arrêt pratiquement jusqu'à Smara pour avoir 2 jours de rab pour aller à Taoudéni. Parce que le camion qui est parti à Taoudéni, que je devais accompagner, mais je l'ai laissé parce que je sortais d'une grippe, donc bon bref. Et notre camion en réalité aura mis 4 jours au lieu de mettre 2 jours. C'est-à-dire que là, vous avez encore actuellement un camion qui est dans les dunes de la spéciale d'après et qui a fait combien de kilomètres par jour jusqu'à maintenant? Ah ben, écoutez, il y a la spéciale fait 470 km. Il a mis 4 jours, il mettra 4 jours et demi pour la faire. Alors que normalement, les concurrents ont 15 heures pour faire ça, maximum. Oui. C'est un peu inquiétant, non? Non, c'est pas inquiétant, c'est simplement, c'était une galère, quoi. Mais ce sont des jeunes très forts, très compétents, très professionnels. Et voilà, ils seront là demain à midi ou demain en début d'après-midi, juste pour assurer la... Mais ils ne reviendront pas par la même route parce que c'est impossible. Voilà Gérard, il faut savoir que le bivouac va être ouvert toute la nuit parce que les motos et les voitures vont arriver toute la nuit. Puis je peux vous donner une précision, ce soir c'est des lasagnes qu'on mange. Merci Anne, merci. Tout de suite maintenant le résumé moto de cette 8e étape, donc avec plus de 680 km de spécial. Ils sont restés 8 heures sur la moto et au bout, victoire d'un Australien. Pour le résumé moto, Jean-Philippe Guillen. 7 h du matin. Le départ de la première des 3 étapes marathon. Premier départ au lever du jour, le menu est indigeste, 680 km de spécial. Les grandes interrogations des pilotes, la consommation de leur moto, la fiabilité des GPS. Et on entre tout de suite dans les premières difficultés. Fabrizio Meoni a chuté. L'Italien redémarre rageusement, mais sa moto est touchée. Des GPS et rien ne marche. Fini. Tous les DGPS ne marchent pas. Ah merde. C'est la merde. Stéphane Peterhansel, seigneur des dunes. Derrière lui, ils sont nombreux à s'engouffrer dans sa trace. À cet instant, tout va bien pour le leader au classement général. Mais un autre homme a décidé de jouer gros sur cette étape. Il s'agit de l'Espagnol Juan Roma. Roma va reprendre 8 minutes à Peterhansel entre Zuerat et Elmretti. Il finira 2e de cette spéciale. Mais l'énorme surprise, c'est la victoire de l'amateur australien Andy Hayden, le vainqueur de l'Australian Safari. Hayden conduit des bulldozers à Adélaïde et quand il lâche ses engins peu maniables, il prouve qu'il a un sérieux talent de pilotage. J'ai adoré. J'aime le sable, les dunes. J'ai vraiment pris du plaisir. Mais surtout dans cette étape marathon, 10 motos au moins vont tomber en panne sèche à 20 km du ravitaillement en essence. C'était pas évident, on a eu un franchissement d'ergue avec des grosses dunes très molles. Donc en fait tout le monde s'est regroupé puisqu'on ne peut pas faire la différence. Plusieurs fois, le gang des KTM s'est reformé, mais même en groupe, la navigation reste compliquée. Pour l'Espagnol Jordi Arcarons, la spéciale n'a pas été aussi cruelle que celle d'hier. Je crois que beaucoup de pilotes sont perdus. Il y avait beaucoup de traces partout, toutes les directions qui partent. Attention les pièges. Richard Sankt sur KTM également a dû batailler pour signer le 3e temps de cette spéciale à 4 minutes 21 du vainqueur, l'Australien Hayden.
Stéphane Peterhansel a vu son avance au général fondre sous le soleil de Mauritanie. Il ne possède plus que 49 secondes d'avance sur Juan Roma. Carlos Sotelo sur Cachiva signe une belle 7e place. Il est désormais 5e du général à 49 minutes 43 de Peterhansel. Oscar Gallardo casse la chaîne de sa BMW. L'Espagnol rétrograde au classement général au-delà de la 17e place. J'ai cassé la chaîne. Elle est trop courte, je ne peux plus la fermer. Je ne sais pas si je vais pouvoir repartir. D'autres motards ont souffert, comme l'Espagnol. Le Slovène Katrinak a perdu énormément de temps. Belle réaction d'Eddy Orioli qui signe le 6e temps. Eddy se positionne désormais dans les 10 premiers du classement général. Au classement général, Stéphane Peterhansel ne compte plus que 49 secondes d'avance sur Juan Roma. Meoni, 3e, est à 13 minutes. Richard V est à 15 minutes. Grâce à son exploit, Andy Hayden pointe désormais à la 6e place à 56 minutes 21 secondes de Stéphane Peterhansel. Donc, victoire australienne ici à LM Reti et Stéphane Peterhansel qui conserve la tête du classement général moto. L'information importante, c'est pour un Italien, c'est pour Fabrizio Meoni, le très sympathique et très résistant coureur italien. Il est tombé sur l'épaule, il a une acromyoclaviculaire. Ça va le faire énormément souffrir, non seulement pour dormir ce soir, mais pour demain sur la moto. Il aura peut-être du mal à suivre le rythme. Nathanaël de Rinxin, vous êtes du côté des motards, vous êtes en direct avec nous, de l'autre côté du bivouac. Alors je suis, regardez Gérard, les motos viennent d'arriver, enfin elles sont arrivées depuis 5-6 heures ce soir, elles sont pas encore toutes là, mais elles se sont parquées ici. Alors il y a juste les motos, c'est un petit peu triste, on dirait presque un cimetière de motos, elles sont très abîmées, très poussiéreuses. Alors les motards, pour les retrouver, il faut regarder de l'autre côté, sous les tentes, ils sont en train de dîner, de se reposer, de se relaxer. Alors je vous propose d'aller voir François Flick. Vous vous souvenez, il avait remporté la première spéciale, c'était à la Châtre. Vous réveillez personne, on est d'accord hein? Je ne réveille absolument personne, vous ne dormez pas François, rassurez-nous. Bonjour. Alors François est en train de remplir son roadbook. Je crois aujourd'hui que vous avez vécu votre première chute. Oui, j'ai chuté un petit peu après le CP1, là avant le CP2. Et ensuite, j'ai pas pu remettre ma moto en route. Donc, j'ai un concurrent sympathique là, du team BMW, Jean Brussy, qui m'a porté assistance, un petit peu d'essence, et puis il a réussi à me la remettre en route. Alors, on va rassurer tout de suite Madame Flick. La blessure, c'est ici. C'est absolument rien, quoi. C'est juste une toute petite béquille. Mais je crois que ça a été très très difficile pour vous aujourd'hui. Je crois que pour la plupart des concurrents, que ce soit auto ou moto, regardez le nombre de concurrents qui sont là maintenant. Il reste encore beaucoup de monde sur la piste. J'ai fait le plus vite possible de façon à terminer au crépuscule. Alors Gérard, vous savez que quand les concurrents sont arrivés, ils sont allés de l'autre côté du bivouac chercher un petit pactage. Une petite. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans ce pactage justement? C'est un sac blanc, c'est un sac de marin. Un petit sac marin que l'organisation nous a proposé, dans lequel on met le petit carimat pour se coucher dessus et puis le duvet, quoi, simplement. Bon, moi j'avais mis une paire de baskets. Ça me permet de quitter les bottes à cette heure-là, quoi, ça fait du bien. Alors vous n'êtes pas en train de réparer votre moto, c'est plutôt bon signe. J'ai bricolé ma moto un petit peu tout à l'heure, là, tout de suite en arrivant, mais rien de cassé, donc c'est simplement l'entretien. Et je dirais, pour moi, c'est du marathon tous les jours, donc ça ne change rien aux autres jours. Donc en fait, les motards les plus avantagés, ce sont bien les privés qui n'ont jamais d'assistance. C'est encore là où on se forge le mieux aux étapes marathon. Merci Nathanaël. Voilà, on s'entraîne tous les jours. Merci François, et on le laisse dormir maintenant. Il a changé son filtre à air, c'est une bonne moto, la XR400, il n'y a pas besoin de faire grand chose, même pour aller jusqu'au bout, et on espère bien qu'il ira jusqu'à Dakar. On va saluer maintenant, tiens, les courageux, les Saint-Bernard. Eux aussi, ils font de la route, énormément de route. Patrick Basta, Philippe de la Voie-Pierre et Jérôme Feuillade. C'est le camion balai numéro 3. Venez me rejoindre et on va terminer le bivouac avec vous. Patrick, descendez, allez-y. Descendez de votre mastodonte. Ah, attention, il est encore derrière, Jérôme. Il y a le tout bib. Non, descendez, venez avec nous. Patrick, en avant, micro. Allez.
Comment ça s'est passé? On avait pris rendez-vous pratiquement le premier jour pour présenter le camion balai. Asseyez-vous, prenez place. Comment ça s'est passé? Avez-vous vécu des choses étonnantes, sortant un peu de l'ordinaire? Ça s'est bien passé. On a eu quelques clients. On a eu 5 motos. On a eu un quad. Après, on a encore eu 2 motos. On a eu un motard qui nous attendait impatiemment et qui a fini par déclencher sa balise de détresse alors qu'il n'y avait pas lieu. Simplement, le problème, c'est qu'il y avait 2 camions balais sur la piste et le premier camion balai qui devait le ramasser était plein de motos. Il y avait 7 motos sur son camion. Il a quitté la piste pour rejoindre le goudron et nous, on est arrivés 6 heures plus tard, donc à minuit. Et le gars était tout seul près de sa moto, un Italien, et il attendait. Il a pris peur. Il a cru que le camion balai l'avait oublié carrément. Mais on l'a récupéré, tout va bien et tout le monde est content. Donc votre équipage, c'est un médecin donc? Le médecin, notre médecin Jérôme et Philippe, mon coéquipier. Philippe, vous faites quoi dans la vie vous? Parlez dans le micro. Je suis agriculteur. Ou à quel endroit? Pas habitué à parler sur les plateaux. Ouais, mais ça, justement, c'est bon. Ça va venir. Bon, à quel endroit vous travaillez? Donc je suis dans le département de l'Eure. Ouais. Et donc oui, je suis. Et vous faites quoi? Plutôt de l'élevage ou plutôt quoi? Céréales. De céréales. Voilà. D'accord, très bien. Et pourquoi vous vous retrouvez sur le Dakar? Parce que je suis un passionné de voyage, de rallye. Et donc je l'ai fait 8 fois dans l'organisation, 7 fois en kérosène et donc pour la première fois avec Patrick en camion balai. Et Patrick, vous, c'est une passion aussi le Dakar? Surtout le camion balai. Moi, ça va être mon 6e camion balai et je ne veux faire que le camion balai. Je suis très content dans le balai. Le balai et moi, c'est la même chose. Et pourquoi? Parce que vous rendez service? Pourquoi Mais je sais pas. On est un peu en marge du rallye. On suit la caravane, mais de très très loin. Le bivouac, on le voit rarement. Aujourd'hui, on est là exceptionnellement plus tôt, puisque les 2 autres camions balais sont en train de ramer encore à l'heure qu'il est sur la piste pour récupérer les derniers abandons. Nous, on est fin prêt maintenant pour partir demain matin et normalement on balaye jusqu'à Gao et là on risque d'y rester 2-3 jours. Bon, et alors bon courage. Merci. Bon courage avec le balai numéro 3. Voilà, c'est la fin de bivouac. Demain les rendez-vous vous les connaissez. Piste du Dakar, 17h45, sans chaise. Journal du Dakar pour les millions de fidèles qui suivaient ça tous les soirs sur France 3, 20h30. Et le bivouac juste après minuit sur la 2. Belle nuit, j'espère sous les étoiles comme nous. Sport de Troyes avec Azur Assurance. Et Euromaster, le spécialiste européen du pneu, vous a présenté Bivouac. Mademoiselle, monsieur, bonsoir, merci de nous recevoir, j'espère que la journée s'est bien passée. Bonsoir à vous tous, bon appétit si vous êtes à table, gentil, merci. Et quand je dis bon appétit, je dis doublement ce soir puisque nous avons la chance de recevoir Pierre Perret qui est notre invité. Pierre Perret. Bonne santé, bonsoir Pierre, ça va? Monsieur Perret. Ça va bien? Ouais, bien. Oui. On peut encore se dire bonne année, là, cette période de l'année, on peut encore se dire bonne année. Ah, il faut se dire bonne année. Moi, je vous dis bonne année à tous. Oui. Voilà. Ça fait pas de mal. On va parler de chansons, évidemment, on va en écouter aussi. Est-ce que vous avez une pensée précise ou même un peu floue pour cette année qui commence et que nous entamons maintenant? Il faut essayer de jamais passer une journée sans se marrer au moins 3 secondes. Au moins 3 secondes. Parce que sinon, c'est dramatique. D'accord, on compte sur vous. Vous avez le trac ou pas? Non. Non, je sais pas. Pas en ce moment, pourquoi vous? Oui. Moi, oui. Je sais pas pourquoi. Il y a des soirs, c'est comme ça, on est désolé. Je ne crois pas. Ah, si. Alors, Pierre a eu la bonne idée, il y a un peu plus d'1 an, de donner une série de concerts, notamment au Casino de Paris. Bonne idée doublée par le fait que vous avez couché cette série de concerts sur disque, mais également sur pellicule. En voici quelques extraits. On l'appelle écluse de moule, fleur de banlieue. Sa taille est plus mince que la retraite des vieux. Elle chante tout le temps sans finir sa chanson. C'est la foot bien sûr.
surpasser ton petit poumon. Les charger comme le mille. Merci maman, merci papa. Tous les ans, you can see, ouvrez la cage aux oiseaux, tout le monde chante. Regardez les envolées, c'est beau. Les enfants, les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Fais peur, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Alors, voir la terre d'Abraham, c'est encore plus beau qu'on le dit. Et des Van Gogh à Amsterdam qui ressemblent à des incendies. On goûtera les harengs crus et on boira du vin de Moselle. Je te raconterai le succès que j'ai eu un jour en jouant ce Sganarelle. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Oublie les petits cons qui t'ont fait ça. Avant de nous ôter nos complexes gay. On nous donne des cours sur le sexe gay. On apprend la vie secrète, les angoisses et de la bébête. Tous ceux qui trouvent dégourdis, montrer leur bigoudi. Une institutrice très sympathique nous explique toute la mécanique. Elle dit nous allons planter le décor au gay. De l'appareil masculin d'abord au gay. Elle s'approche du tableau noir, on va peut-être enfin savoir quel est ce monstre sacré qui a donc tant de pouvoir. Les ont des idées, elles nous dessinent le petit José, les deux orphelines. Vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le bon, le dur, le bouquin, le grand fou, le gros touffu, le petit joufou, le grand idée, le grand pelette, tout, je vous dirai tout sur le zizi, zizi. Je suis le plombier, j'ai un beau métier. Je fais mon turbin, dans les salles de bain. Il faut qu'on m'implore de l'eau à l'aurore. Je colmate le tuyau, je guéris tous les maux de mon petit chalumeau. L'autre jour, je vais chez un client qui se lavait plus depuis longtemps. Il me dit mon chauffe-eau ne marche plus, y a même pas un mois que vous m'avez vendu. Je dis hélas, ça se répare pas. On ne fait plus ce modèle-là. Y a plus de pièces, y a plus de main d'œuvre. Moi je dis à votre place, je m'en paierai en neuf. Je suis le plombier, j'ai un beau métier. Je fais mon turbin, dans les salles de bain. Il faut qu'on m'implore de l'eau à l'aurore. Je colmate les tuyaux, je guéris tous les maux de mon petit chalumeau. Je suis le plombier. Bravo les enfants, bravo. Bravo. Adèle et Julien vont nous rejoindre. Adèle et Julien. Et Monsieur Liamov. C'est sympa. Un souvenir de la soirée. Un souvenir de quelle soirée? Expliquez-nous ça exactement. Francis, viens nous montrer un petit plan de cette photo qui est sympa. Vous avez reconnu ces enfants? Ah oui. C'est une surprise, hein, il faut le dire. Ça oui, alors, parce que je ne m'attendais pas. Quel genre de fête? Asseyez-vous, Alain. Quelle fête vous ont-ils préparé, ces enfants? Ils m'ont fait la surprise de venir chanter, je ne sais pas combien il y avait de chansons. Une trentaine. Une trentaine de chansons. Mais des plus inattendues, parce qu'il y a des chansons très difficiles à chanter. On croit que toutes les mélodies que je fais ou les chansons sont très faciles. Laquelle, par exemple? Quand ils essayent. Il y a des chansons comme Le Petit Potier, ou je sais pas, il y en a eu d'autres. Quelles sont celles que vous avez trouvées les plus difficiles à chanter? Lily.
Lily. Lily. Bon, bah, Lily, tout simplement, ça a l'air très simple comme mélodie, mais c'est pas aussi facile. Vous l'aviez rencontré, Pierre Perret, à l'occasion du spectacle? Ouais. Tu l'avais vu? Et en vrai, il est comment par rapport à l'image que t'en avais? Pas pareil. Pas pareil? Pareil ou pas pareil? Pareil. C'est-à-dire? Sincère, il est normal quoi. Sur scène comme là dans la vie. Pas mal. Bah, moi je l'avais jamais vu avant donc. Est-ce qu'à ton avis, ils mettent des rouleaux dans les cheveux pour avoir les cheveux aussi frisés, Pierre Perret? Vous mettez des rouleaux, Pierre? Non, j'ai toujours eu les tifs comme ça, qui se barraient un peu dans tous les sens. Alors ça fait que j'ai toujours des problèmes. Quand je passe au maquillage et tout, on me dit est-ce qu'on vous coiffe? Je dis mais qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Il y a des années que je me coiffe à coup de tête dans le mur. Alors. Le pétard a déjà explosé, il fallait venir avant. Exactement. Il fallait venir plus tôt. Est-ce que vous avez appris des mots que vous ne connaissiez pas en chantant ces chansons? Oui. Hein? Ouais. Lesquels? Allez Julien. C'est dur. C'est des mots. Ça vient pas comme ça, c'est dur. C'est pas des mots très. C'est dans la Corine donc. Ah, lui il pense à la Corine. Tu penses à quoi dans la Corine par exemple? À la pine. Oui, par exemple. Au hasard. Ben, il l'a dit. C'était pas du tout dans ce but-là que j'ai posé la question. Mais si ça vient, on prend. Hein. Quand on nous donne, il faut prendre. Eh ben c'est très bien. Je veux vous laisser rejoindre vos élèves et on peut féliciter tous ces jeunes gens avec un beau spectacle. Quel est l'objet que vous avez apporté? Quel est l'objet personnel que vous nous avez apporté, Pierre? Alors. Vous l'avez sur vous? Je l'ai sur moi. C'est sur le zizi en tête, c'est pour ça. C'est un petit objet qui me suit depuis des années parce que quelquefois les circonstances font que j'ai tendance à perdre ma foi dans le militarisme. Vous savez, on doit quand même défendre son pays, être patriote, etc. Il y a des fois où ça fléchit un peu chez moi. Dans quelles circonstances, par exemple? Ah ben je ne sais pas, quand il y a une guerre nouvelle qui éclate, et comme il y en a une tous les jours à peu près un peu partout, alors j'ai tendance à me poser des questions. Et chaque fois je recompulse ce livre, qui est quand même un livre qu'il ne faut jamais quitter. C'est le livre de poche du soldat, que j'ai toujours dans mon sac, parce qu'il y a des choses dedans. J'ai marqué les petits papiers. Allez-y, je vous en prie. Non, mais allez-y, ça va être édifiant pour vous. Alors, école de discipline. Pourquoi je ne perds pas ma foi? Attention, hein, jeune homme, on se prépare doucement à l'armée. Ça aussi, tu peux faire l'armée si tu veux, Adèle. Hein. Il suffit de demander pour les filles. Hein. Ils en cherchent plein en ce moment. Plus personne ne veut y aller. Bon. Enfin, la guerre, qui est matériellement le plus grand des malheurs, peut être aussi une source de vertu et de grande morale. Bon. La guerre emporte un peuple vers des sommets, d'où il redescend, les membres parfois meurtris, mais l'âme tout azurée d'idéalisme pour longtemps. Le soldat qui meurt sous les armes, offrant à Dieu son sacrifice, qu'est-ce que c'est ça? Parce que c'est la volonté de Dieu qu'il meurt pour la patrie. Ah oui, donc vous avez déjà discuté ce bouquin avec Brassens, qui vous a pas mal guidé. Oui, ça devait lui plaire aussi. On en a parlé assez souvent. Ce petit bouquin qui remet bien les choses à leur place, oui. Oui. Livre de poche du soldat français, madame, monsieur, apporté par Pierre Perret. Tu vas le faire ton service? Tu vas faire ton service militaire? Bah je pense oui. C'est plus obligatoire après. Hein. Pour ton Je sais pas, on verra. T'as envie de le faire? On verra comment on reviendra. T'imagines ça comment? Je sais pas. Vous faites des virées gastronomiques avec une bande de copains. Généralement, vous vous intéressez dans des lieux qui sont plutôt bien équipés en ce qui concerne la satisfaction des papilles gustatives. En général, oui. Mais vous passez forcément pour vous rendre d'un lieu à un autre. On prend le train, on prend l'avion. Et j'ai cru comprendre dans votre bande que vous n'étiez pas toujours satisfait des plateaux qu'on vous fournissait et que vous preniez une mallette de survie. Ah, ça m'arrive aussi, ça oui. Pierre ne part jamais sans sa mallette de survie pour ces moments extrêmement importants de son existence. Nous avons invité sa mallette de survie pour porter cette précieuse mallette diplomatique, son co-créateur, le père Claude Pérodin. Oh, le... Oh. Bonsoir mon père. Bonne année, mon cher ami. Bonne année. Cher père. Adèle. Bonne année les enfants. Et Julien. Voilà. C'est ça la mallette de survie? La mallette de survie. Attention, mallette de survie, démonstration. Alors, il faut quand même que je vous présente ce monsieur, parce que ce monsieur est le roi des vagabonds. Oui, c'est ça. Comment s'appelle exactement votre association? Peut-être ça rasseoir tous. Les vagabonds écraseurs de raisin. Écraseurs de raisin. Les vagabonds écraseurs de raisin. Président d'honneur. Eh bien oui. Il a une lourde responsabilité, parce que si vous saviez la liste de gens
qui représente la troupe des écraseurs de raisins, chez lui, c'est quand même assez impressionnant. D'où vient ce nom, les écraseurs de raisins? Parce qu'on avait un ami qui était champignonniste. Et le pauvre vieux, il est décédé. Tellement il écrasait du raisin. Et partout où il allait chez les restaurateurs, il disait « Allez chef, on écrase un petit raisin ». Et après, on a fait les vagabonds écraseurs de raisins. Oh ben, la mallette de survie est équipée. Est-ce que vous voyez Il faut sentir, il faut sentir. Alors, ça c'est du beau matériel. Hein. Il faut sentir. Puis, oh là là. Vous faites toujours votre saucisson? Alors là, il y a du caillou noir là-dedans. Voilà. Oh là là. Est-ce que vous sentez, mon cher ami? C'est très bon. Est-ce que vous sentez ce que je sens? Moi, si je commence, je n'arrête plus. Moi. Est-ce que vous sentez? Non, mais est-ce que vous sentez ce que je sens là? Oh, c'est de l'or noir. C'est pas possible. Ça, alors pas regardez ça. Regardez-moi ces petites bêtes. Ah ben alors là. Vous savez ce que c'est, ça, les enfants? Sortez. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Ça, tout le monde ne peut pas s'en payer, malheureusement. Alors là, dis donc. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Des truffes. Voilà. Bien joué, Julien. Ah, ça, c'est bien. Bien joué. C'est ça, les truffes, ouais. T'en as déjà mangé? Non. Voilà. C'est très bon. Ça donne un parfum incroyable à tout ce qu'on peut mettre autour. Alors en dessous, on a le jus de raisin. Le jus de raisin. Alors là, on prend le train, on prend l'avion, on emmène la mallette de survie. Ça te donne envie ou pas, Adèle? Tu veux goûter? Ah ben il faut goûter. Normalement là-dessus tu mets juste un petit peu de sel, tu vois. Là, voilà les trucs. Oui. Tiens, regarde. Goûte ça, ma belle. Voilà. Normalement, il aurait fallu un tout petit peu de sel de Guérande là-dessus, tu vois. Je pense que notre hôte peut y goûter aussi. Ah ben, il faut y goûter. Merci, monsieur. Il faut prendre les mêmes risques que nous. Il n'y a pas que nous qui devons vivre dangereusement, cher ami. C'est que c'est très bon. C'est très bon? Oui. Alors, voilà. Et alors lui, là, il bosse, il y va. Hein. Le saucisson lyonnais du Père Duval. Arrêtez. Je sais bien qu'il y a des gens qui sont l'andouillette. Bon appétit si vous nous regardez, je vous l'avais dit. Voilà. Le Père Perret aujourd'hui, c'est bon appétit. Père Perret, ça veut dire bon appétit en français. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de la truffe, Adèle? Tiens, je vais en faire goûter à un auditeur. Quel pro! Voilà. Allez, voilà. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Julien, toi, de la truffe? Alors, regardez ça. Spécial. Voilà. Alors, comment c'est? C'est bon. C'est bon. Voilà. Ils ont dit c'est bon, hein, quand même. Ouais, j'arrive, allez. Encore un petit coup là, allez. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Une petite tranche de saucisson là. Voilà. Comment c'est? C'est bon? Allez, tiens, tire la langue, ma belle. Voilà. On vous avait dit qu'il ne fallait pas tirer la langue jusqu'ici, mais c'est bien meilleur quand on tire la langue, non? Tiens, allez, un mec quand même, parce que sinon... Voilà. Bon, c'est juste pas... Je peux pas faire tout le monde, hein, excusez-moi, mais je suis désolé. Mais je peux pas... Non, mais s'il va pas être d'accord, le patron, là. Et on fait une émission, là, vous vous rendez pas compte? Je sais pas qui est le patron ici. Pardon. C'est vous le chef? Je voulais poser une question à propos du cassoulet. Comment faire pour savourer les avantages du cassoulet sans subir les inconvénients? Oh, on peut le faire d'abord sans graisse, de façon outrancière, sans graisse, bois, etc. Ouais. Voilà. On n'a pas besoin de mélanger ça. Il faut préserver les goûts, parce que les goûts sont dans le haricot, dans la tomate, dans les différents ingrédients qu'on peut mettre dedans. Et puis aussi, on peut mettre une goutte de vinaigre au moment de le prendre aussi, parce que c'est beaucoup plus digeste. Et on n'a pas justement les inconvénients que vous semblez redouter. Très bien, je vous remercie beaucoup, mon père. Merci, c'était sympa de goûter la truffe, même si t'as pas adoré. Bah, c'était une découverte au moins. On va demander à Tania de nous rejoindre pour sa revue de presse. Viens, Tania. Salut, monsieur. Monsieur est très gentil. Oui, mais c'est très très mou. Hein, c'est mou, je sais pas comment je tiens dessus, moi. Je sais pas.
Alors, donc, j'ai lu un petit peu... bonjour tout le monde, en fait. Bonjour, Tania. J'ai lu les journaux et puis j'en profite que vous soyez là pour savoir si ce que j'ai lu est vrai ou pas. Alors, j'ai lu que vous aviez fait la première partie de Stevie Wonder, des Beatles et des Stones. Alors, c'est votre côté rock qui les avait attirés ou... Oui, sûrement. Ça devait être ça. Non, mais c'est vrai que j'avais fait un programme à l'Olympia à un moment donné. C'était les idoles des jeunes. Et j'étais une idole, j'étais tout seul avec ma guitare. Alors que vous êtes en train de tout casser. Là, dans le programme, mais je vous jure que c'est vrai, il y avait Dionne Warwick, Stevie Wonder, je ne me souviens pas s'il y avait... Je crois qu'il y avait Franck Alamo qui arrivait sur sa moto, enfin, etc. Et c'était assez poilard. Quelle année c'est ? C'était 60. C'était 60, 61, un truc comme ça. Moi, juste avant que ça rigole, que la première chanson connue arrive, puisque la première... Ou alors peut-être à ce moment-là, peut-être j'avais le torboyau, c'est possible. C'était 63 peut-être. Et comme Zorro, le Zizi est arrivé. Non, oui, c'est arrivé, mais bon, c'était il y a 2 ans que je bossais dessus, ou 3 ans que je bossais sur cette chanson. C'est incroyable, hein, ça, on voit bien qu'elle est extrêmement écrite, cette chanson, quoi, mais c'est difficile d'imaginer que vous avez planché 2 ans, presque 3, vous dites, sur une chanson. 3 ans, oui, 3 ans. Mais sur tout le disque, mais vraiment, principalement, le plus gros travail, c'était sur cette chanson-là, parce que c'était très, très méticuleux. Si vous voyez les brouillons... Excusez-moi. Oui. Pendant que vous parlez je de veux ça. dire juste une chose, c'est peu de gens peuvent se dire qu'ils ont acheté leur maison grâce à leur zizi. Ça, c'est... Certains acteurs uniquement. Moi, ça m'a servi de passerelle pour rentrer chez moi. Hein. D'accord. Non, à propos... On arrête. Non, mais c'était à propos du zizi. Madame Kyo, vous inquiétez pas, madame, on arrête. Ouais. Ou à moins... À propos de Zizi, oui, non, à propos du Zizi, pas de Zizi. Lorsque le disque, j'ai lu, donc c'est toujours dans Chorus, vous dites que quand le disque a été sur point de sortir, vous aviez copié pour les radios toutes les bandes, sauf le Zizi. Pourquoi ça c'est vrai, oui. Vous pensiez que ça marcherait pas ou... Ah oui, non, mais je pensais même pas que ça serait écouté une fois. Ah bon, pourquoi ? C'était trop... Parce que vous avez entendu des chansons parlant de sexe pendant presque 4 minutes, parce que cette chanson a déjà un temps beaucoup plus long que les autres chansons, et jamais sur un sujet pareil une chanson avait été faite. Jamais. Si vous connaissez un précédent, dites-le moi, mais moi non. Et à ce moment-là, quand on a copié à Davout le disque avec Hermelin, parce qu'il y avait d'autres chansons qui ont été un peu éclipsées sur le moment, mais qui sont devenues des tubes après, comme La Petite Julia, Donnez-nous des jardins, etc. Il y avait plein de chansons dans ce disque-là. Et quand on a copié le disque, Hermelin m'a dit bon, Pierre, on ne copie pas le Zizi. Je dis non. Et on a amené la bande, un mois avant que le disque sorte dans les radios, un peu partout. Et ils ont passé, ce disque a été accueilli magnifiquement. Ça passait tous les jours, partout, bien. Et un jour, je suis arrivé à Europe 1 et il y avait Ourevitch qui était à ce moment-là directeur artistique. Et je lui ai dit, tiens, je t'amène mon disque. On était avec Rebecca. Et il dit, oh, chouette, la pochette est sympa, tout ça. Et... il me dit, il y a un truc qu'on n'a pas écouté, le Zizi. Il me dit, oh, je lui dis, écoute, c'est pas la peine d'écouter. Pourtant, vous avez passé un temps fou sur cette chanson, c'est dingue ça, vous. Mais oui, mais quand même, vous disiez, ça passera pas. J'étais persuadé que tout le monde allait trouver ça monstrueux, puis les mœurs, c'était un peu plus parce qu'il y a un vocabulaire dedans qui était tout à fait inhabituel. Et alors, il a pris le disque et il dit, écoute, laisse-moi écouter quand même. Il a écouté dans son bureau. Et il était mort de rire. La première fois il était écroulé de rire. Et il a vite pris le disque, il est allé le porter dans le studio où Gérard Klein faisait le direct. Et il a dit, on passe une chanson de Pierrot. Il a dit, si tu veux, mais bon, du nouveau disque de Pierrot. Il a dit, mais bon, tout le monde le connaît, le nouveau disque, il y a un mois que je le passe. Il dit, pardon. Il dit, oui, mais ça, tu l'as pas entendu. Et il a passé la chanson à midi. Et à midi 5, le Standard d'Europe était bloqué. Il n'y avait plus un appel qui passait. C'était la folie. Tous les gens rappelaient en disant « Repassez-le, on n'a pas tout compris !» C'était l'enfer. Et les cadences de vente à ce moment-là ont été quelque chose que j'avais jamais connu de ma vie à ce point-là, parce que c'est passé de 5000 albums jour à 25 000 albums jour en 3 mois. C'était une folie. Rebecca devenait folle avec ça parce que il y avait 3 usines qui tournaient jour et nuit pour sortir les disques. Pour presser les disques à l'époque, ouais. Oui, absolument. Ouais.
Eh bien, belle histoire. J'ai fini. Terminé. Vous parlez l'argot, vous appelez ça l'argot ou quelque chose de plus personnel qu'on pourrait appeler le Pierrot ou oui, un genre d'argot. Le Perret illustré. Le Perret illustré, comme le disaient vos bouquins. On a invité pour vous le plus grand spécialiste de l'argot en France aujourd'hui, qui va venir vous faire une performance. Je ne sais pas si vous avez vu les vœux du président Jacques Chirac. Pardon, je vais poser la question. Je pense que vous avez tous vu et entendu les vœux de Jacques Chirac, qui est le président de tous les Français. Eh bien, sachez que le président Jacques Chirac tient une sorte de double langage. Je ne parle pas de fond, mais je parle de forme. Hein. On sait qu'il est très tendu devant la caméra, mais que dans la coulisse, c'est un homme qui... Absolument, tout à fait charmant. Qui se laisse aller, puis qui parle en disant les choses telles qu'il les ressent. On va essayer de faire une petite... revendiqué, pardon si je vous coupe une seconde, il a revendiqué le bouquin de Juron, Gros mots et autres noms d'oiseaux, dont il avait entendu parler à un moment donné. Il me l'a demandé parce qu'il était en période pré-présidentielle. Il m'a dit je vais être à court. C'est vrai. C'est amusant. C'est amusant. Eh ben, je pense qu'il appréciera la cascade de ce soir. Je vous demande d'accueillir le plus grand spécialiste de l'argot en France, monsieur Gérard Legrand, pour les vœux de monsieur Chirac à sa façon. Vous le connaissez? Non, pas perso, mais bon, ça va, je connais encore les Goualantes. Hein. Pardon? Je connais encore les Goualantes. Pas compris. Je connais encore les Goualantes du monsieur, là. Il connaît un peu les Goualantes. Il connaît les Goualantes de ma pomme. C'est ça, oui. Voilà. Ça c'est répété, c'est pas traduit, hein, si vous... les Goualantes. Et les chansons? Les Goualantes. C'est les chansons. Les Goualantes, les chansons. On va le sortir. S'il faut tout envoyer, j'ai l'impression que ça va être dur. Vous avez vu les vœux du président Jacques Chirac? Non, c'est pas vu. Alors en plus, c'est un truc qui est très bien, c'est que quand on nous passe les vœux, on nous les sous-titre au cas où on comprendrait mal, vous voyez. Pour être sûr qu'on comprenne bien, que ça nous rende bien. Et donc ça va vous permettre de suivre le texte initial en gardant donc le texte qui est en dessous et en écoutant ce que Jacques Chirac aurait pu dire, ce qu'il a ressenti vraiment viscéralement au fond de lui. D'accord, Gérard? À vous, Gérard. Mes chers amanches, je suis tout joyeuse de vous baver cette sorgue, le baratin que j'ai en vue pour vos igues, et les ceuses pour qui vous en pensez. Une flopée sont en ce malin, pareil à faire la faridon pour cette nouvelle longe. D'autres sont solâbres, attigés dans la mi-souffle. Ma prom gamberge sera pour leurs zigues. 24 marcotins seulement à pastiquer avant le quart à 2000. L'esquide sera d'une ficerne. Les affures feront des lardons, les foucats dans le citron seront à foutre en cœur, et on pourra se balader les coulos dans les patanes à côté. Au mataga de cette nouvelle longe, j'en passerai de dégoiser 2 trucs. Pas bidon pour la France. Je veux pour ce bled un peu plus fortiche. Bon coup pour fader des tocacs pas trop cons. Merci. Je demande à Philippe Cotecchini, le plus grand pâtissier du monde à manger le matin. On va passer à l'aigle. Bonsoir, meilleurs vœux. Les enfants, mettez-vous à côté de Pierre, comme ça on va s'organiser. La photo, c'est un cadeau pour vous, ça Pierre, je vous laisse là. Ah, c'est gentil. Alors, est-ce qu'on saurait au hasard quelle part, mais vraiment au hasard, quelle part il faudrait donner à Pierre, Philippe? Ah bah ouais, on va prendre celle qui vient, ouais, pas de problème. Au hasard, hein. Avec la main, parce qu'une galette ça se mange avec la main, ça bien se sûr. mange, ouais. Voilà, allez-y Pierre. Alors, bonne galette, hein. Alors il faut que je commence à me la... Allez-y doucement, puis si jamais vous tombez sur quelque chose, ce sera vraiment un hasard. Il a promis une oratrice, là. Elle est bonne? Philippe est un des plus grands pâtissiers du monde. Il est en train de se bouffer la fèche. Il est en train de la bouffer? Il l'a bouffé, tu vois? Il la mange, rêve. Il l'a mangé? Il a mangé ma fèche. Il a mangé ta fèche. Voilà ce qu'on appelle un effet bœuf. Extraordinaire. Oh putain, c'est salé. Mais oui. C'est de la pâte à sel? Non. Ah putain. Oh merde. J'adore quand ça marche. On prépare des trucs. Extraordinaire. Des heures de boulot et blam. Alors faut que je vous dise Philippe, t'es trop de dos là, attends. Faut que je vous dise ce que c'était quand même, parce que c'est de la pâte de sel. Alors, évidemment, c'est salé. Qu'est-ce qu'il reste Bah, il reste plus grand chose là parce qu'il a mangé un grand morceau. Francis, à l'aide. À l'aide, au secours. Voilà. C'était c'était un zizi quoi. C'était un zizi en pâte de sel que je vous ai. C'était un zizi, on voulait faire les malins. Fabriqué, peint pour vous et
Et voilà. Et seulement la pâte de sel, ça se mange pas. On va vous couper un morceau de galette quand même qui soit pas Excusez-moi salé. Pierre, je ne connais pas beaucoup, mais si je peux me permettre, votre zizi est un peu abîmé. Merci monsieur Delarue, c'est vraiment sympa. Monsieur Perret. Oui, On va manger un morceau de galette qui est pas salé quand même. Parce que ça, Là, la galette, c'est pas salé. c'est quand je rentre de vacances. Là, C'est ça, bah, c'est la fin des vacances pour quelques jours. Voilà. Vous pouvez vous rasseoir. Merci, je vais me jeter dessus. Allez, Cadet Olivier, on en rejoint. On a pas vu la fin. Regardez, vous aussi. Bonsoir. Alors Bonsoir. Vous êtes bien sur France 2, une chaîne de service public. Dans un instant, le journal de 20h, tout de suite, Cadet Olivier. Top. Monsieur, vous enlevez cette chemise bleue à carreaux parce que j'aime pas ça. Ah non, c'est vrai, j'aime pas ça. Ouais, tu l'as bien sa chemise, viens-la ta chemise, elle est nulle. Pierre, vous avez quelque chose sous la narine gauche, ça serait pas mal de l'enlever. Profitez que la caméra est sur moi pour l'enlever. Attention, allez-y Pierre. Non, juste un petit peu en dessous Pierre. Voilà, allez-y Pierre, maintenant enlevez-la. Voilà, personne vous regarde, allez-y Pierre, c'est bon. C'est bon, là, ça y est, j'ai réussi à l'avoir Jean-Luc, mais le problème, là, si tu comprends, c'est que je sais pas trop où je vais la foutre, alors je vais la mettre entre les deux coussins, je la récupérer à la fin de l'émission, d'accord. Bon, sinon, à propos de la lettre que j'ai reçue, tu m'as envoyé une lettre hier ou avant-hier, je sais plus, avec la petite photo de ton zizi, là, où tu voulais que je fasse une description, un surnom, comme dans la chanson Le Zizi. Le problème, c'est que tu m'envoies une photo, et c'est flou, Jean-Luc, je vois rien. Tu comprends ? C'est vrai. J'aurais du tout, faut que tu m'en dises plus, je vois rien, c'est flou. Non, mais c'est parce que j'avais pas de zoom, j'avais pas de téléobjectif, j'ai pas réussi à faire une photo correcte. J'aimerais tellement avoir un surnom intelligent, enfin un truc super sympa, cool, jeune, quoi, qui change. Dans le coup, quoi, tu voudrais un surnom, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'il faut que tu m'en dises un peu plus. Tu comprends, mon petit Jean-Luc? Il faudrait d'abord que tu me donnes sa taille, son poids, le poids. 2,8 grammes. 2,8 Ah ouais, 2,8 hein. Ah, c'est pas mal. Ah non, mais qu'est-ce que tu crois? Je dois te faire la bête, attends. Attends, je vais te la montrer, ça va être plus simple. Ah non, pas question, Jean-Luc. Je vais me débrouiller tout seul. Écoute, j'avais noté 2-3 trucs sur un bout de papier avant l'émission. Je veux dire, vu qu'il est frisé comme toi, je vais l'appeler Pierrot, ça te dérange pas. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Vous retrouverez le Zizi et toutes les chansons de Pierre Perret sur son album enregistré au Casino de Paris. Pierre Perret est notre invité. Merci d'avoir été avec nous. À demain soir. Non mais un peu de respect tout de même. Police, vous allez me faire le plaisir de dégager. Et vite, sinon je me fâche. Sauve. E attention! Ah, bon sang, à cause de ce brave type, on a laissé filer Nikito. Ouais non, vous êtes tous aussi pessimistes à la PJ. Moi je vous parie qu'on va le retrouver et vite fait encore. Dites-moi donc, comment vous comptez vous y plaindre? Au lieu de philosopher, t'empresse, selon. Vous n'êtes pas rassurés, mais on va le repérer facilement. Je vais y mettre toutes les voitures. Hey! Mais il est dingue ce type!
Mais c'est un sauvage. Steve, regarde celui-là. Ah, tu vas voir. Ils conduisent tous comme des marteaux ici. Attends, je vais aller lui dire 2 mots à cet imbécile. Steve, laisse tomber. Je vous en prie, laissez-moi passer. Professeur Nikito, incroyable. Steve Watson, vous me reconnaissez, c'est moi. Ah oui, Watson, bien sûr, je vous reconnais. De l'équipe Vaillant, n'est-ce pas? Oui, Watson. Écoutez, je n'ai pas le temps. Prenez ces clés, allez à l'adresse indiquée. C'est très important. Et je compte sur vous, Watson. Mais enfin, professeur, vous êtes à Paris pour affaires ou bien... Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Écoutez, Watson, je suis vraiment désolé, mais nous nous reverrons plus tard, d'accord? Hé, Steve Bergquist, tu te crois que Coral pousse ton tas de ferraille? J'ai pas que ça à faire, ce travail, moi. Allez, on les suit. Tiens, je le connais, cet Américain. Ça alors? Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire, celui-là? Mais rien du tout, commissaire. Il est connu, c'est un pilote de course. C'est un pur hasard. Un pur hasard? Alors, inspecteur Stallone, le hasard n'y est pour rien. Comment peut-on être aussi naïf contre l'espionnage? Mais c'est Nikito qui nous intéresse, et ceux qui l'avaient pris en chasse. Peut-être, mais on a vu Nikito lui donner quelque chose. Bon, on va le suivre si ça peut vous rassurer. Mais moi, je continue de faire filer Nikito. Calypso à plongeur, Calypso à plongeur. Nikito, mais attends, laisse-moi trouver. Ah oui, ça y est, c'est l'ingénieur en robotique, n'est-ce pas? Oh, une sommité en intelligence artificielle. Tu peux dire un génie? Bon, allez, on passe au garage, on récupère Michel et on file à l'adresse indiquée sur la petite carte. Correct? Mais il n'y a qu'un numéro. Rien d'autre. Pas de nom de rue, pas une indication. Non, juste le numéro, le 456. C'est quand même une drôle de Pékin, ce Nikito. Et plus j'y pense, plus il me semble qu'il était à la poursuite de la voiture verte qui nous a percutés, justement. Oh, tu sais, à Paris, c'est normal. Les gens d'ici sont réputés pour leur conduite anarchique et leur esprit macho de compétition. Oui, ou bien personne ne bouge. Eh oui, c'est pas pour dire, mais elle est quand même chouette, la Vaillante Chenonceau. Les chromes, les cuirs, la souplesse du 8 cylindres, enfin, tout le charme des années 60, quoi. Tournevis. Mais... Oh, il a réfléchi. Hé, toi, attends un peu. Je vais m'occuper de tes circuits, moi. Non, mais regarde-moi ça. Enfoncé, éraflé, il me l'a complètement massacré. Bonjour, Quincy. Steve, pourquoi tu m'as fait ça, hein? Mais je ne suis pour rien, et en plus, regarde, ce n'est pas très grave. Ben oui, mais enfin, elle était refaite à neuf pour le concours d'élégance de Chantilly à la fin du mois. Et tu vois ça? Il faut refaire toute la peinture. Hello, Quincy. Vous avez vu mon look années 60? Oui, de première, oui, mais regardez la pauvre. Oh, quelle misère. Oh, pas de problème, je suis sûr que tu vas nous réparer ça vite fait. Oui, vite fait, oui. Personne ne me comprendra jamais, hein. 456, mais c'est une combinaison de coffres. Et ça, c'est une clé de consigne de gare ou d'aéroport. C'est par là qu'il faut chercher. Oh, avec le nombre de gares et d'aéroports qu'il y a à Paris et dans la région, on n'a pas fini de s'amuser. Allez, tu pourras toujours prendre la Chenonceau si ça peut te consoler. Tout à fait. Je peux même dire que je me sens d'attaque. Julie, Michel, on y va? Ouais. Michel suit, c'est ok, on va pouvoir attaquer le Grand Virée. Bon, avec une voiture pareille, connaissant mon Steve, il va faire durer le plaisir et on n'est pas près de rentrer. Eh ben... Cette fois, c'est carrément un convoi exceptionnel. Oui, il manque plus que les motards, en somme. Cinquième gare. Troisième aéroport. Quoi? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Ça vous dérange? Je ne sais pas comment vous faites, mais moi j'ai faim et la journée risque d'être longue, à mon avis. Vous faites comme vous voulez, mais vous ne me collez pas des miettes partout. Bon, allez, moi je vais voir dehors. Il m'énerve avec ces miettes. Et... oh.
456. On essaye? Oh oui, c'est excitant. Cette pièce s'appelle Ike. Elle contient l'intelligence artificielle de mon robot que j'ai appelé Ryu. Ami, qui que vous soyez, puisque vous avez cette pièce essentielle, conservez-la précieusement par devers vous, signé Nikito. Il y a une adresse, et puis malheureusement c'est tout. Ryu, Ike? Ouais, bah, pour moi, tout ça, c'est du chinois. Hein. Mais non, c'est du japonais. Ryu, c'est le dragon de la légende, tu sais. Et Ike, ça se traduit par va, si ma mémoire est bonne. Oui, oui, je crois que cela veut dire va. Oui, bah bon, alors même, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va à l'adresse indiquée. On y retrouvera peut-être le professeur Nikito. Voyez-vous ça? J'ai bien l'impression que l'ami avait raison. Les vaillants se sont mouillés dans cette histoire. Le ballet continue, hein, ça se précise. Hé, vite! Montez! Alors, qui avait raison? L'Américain est bien dans le coup, non? Ça crève les yeux. Eh bien, justement, non. Pas tant que ça. Je dirais même qu'il faut attendre. Avouez-le selon, vous êtes déçus. Personne n'est innocent, personne. C'est un principe. Et vos idoles moins que les autres, je crois. Oui, j'ai déjà entendu ça quelque part, l'ami. Franchement, vous commencez à m'agacer. L'Ike? Ben non, c'est pas moi, c'est Julie. Oh non, j'ai rien pris, moi rien du tout. Voilà une bonne nouvelle. Accrochez-vous. Oh non, c'est pas vrai. Ici, commissaire Lamy, il me faut absolument un feu vert sur toute l'avenue. L'état de la Chenonceau, c'est le père Quincy qui va être content. Fox, avez-vous enfin liqué? C'est une victoire totale, Ruth. Nous avions déjà le Ryu, et ben voici son intelligence artificielle. C'est l'adresse indiquée par Nikito. Oui, allons voir. Rien. Il n'y a rien. Venez voir par ici. Ah, mais c'est un robot. Oui, on dirait. Tu as vu? Il est dans un cylindre de verre. Tiens. C'est le même. Mais ça doit être le fameux Ryu. Sans aucun doute, il est très sophistiqué. C'est le cylindre de verre, vide naturellement. Il avait caché Liké ailleurs, pour plus de sécurité. Mais apparemment, les voleurs ont tout récupéré, le robot et son cerveau. Ah, le professeur Nikito nous avait fait confiance pour sauvegarder son projet. Commissaire Lamy, police judiciaire, et inspecteur Solon du contre-espionnage français. Je crois que nous avons à parler. Comme nous arrivons trop tard, il semble que vous soyez les seuls à pouvoir nous aider.
J'ai bien peur que vous fassiez une petite erreur, messieurs. Nous sommes pilotes de course et... Mais oui, nous le savons bien. Il ne rate pas une seule de vos courses. Et d'ailleurs, ce détail... D'ailleurs, ce détail n'a rien à voir. Le professeur Nikito vous a fait confiance et il avait sans doute ses raisons. Oui, mais où est-il? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Veuillez...